en essayant de capter votre attention. Je ne sais pas si on m'entend toujours, je vois des déplacements de la salle. J'espère que oui. Ah, il y a une main levée. Tout va bien, ça marche très bien. Ok, très bien. Super. Et donc, le but, c'est puisque je ne vous ai que pendant 1 heure, 3 quarts d'heure, plus 15 minutes de questions-réponses, c'est de vous donner vraiment les 10 messages clés pour vous de retenir aujourd'hui par rapport à ce domaine qui est bien évidemment sur la bouche de tout le monde et partout dans les journaux, partout dans les médias, pour que vous puissiez y voir clair, mais surtout pour que je puisse compter sur vous, bien évidemment, pour ce qui est à venir. Alors, j'ai 31 ans aujourd'hui et ça fait donc 11 ans que je fais de la recherche en intelligence artificielle. J'ai commencé quand j'étais en master, en première année de master en médecine à l'ULB avec le professeur Linkowski qui était à l'époque chef de service de psychiatrie et professeur de psychiatrie à l'ULB. J'ai commencé d'abord par m'intéresser, comme je le disais, au modèle mathématique des troubles mentaux. Et puis, en fait, j'ai pris un petit peu de la hauteur par rapport à mes propres efforts de recherche. Et j'ai commencé à investiguer l'impact plus large que l'IA allait avoir sur l'entièreté de la médecine. Alors, c'est là que j'ai été fortement étonné et j'en ai fait un petit peu la priorité dans les années qui sont venues. Mais en l'espace de 11 ans, j'ai vu beaucoup de choses dans le développement de l'IA en santé. Depuis 2020, j'ai été invité par l'administration, notamment le SPF BOSA, à mener le groupe de travail national sur l'intelligence artificielle en santé. Ça fait donc 6 ans maintenant que je mène ce groupe de travail et que je suis un petit peu le point de référence en Belgique pour l'IA en santé d'un point de vue fédéral. Et je peux vous dire que cette présentation ne sera ni trop positive et ni trop négative. Ce sera un mix des deux. C'est pour ça que je vous parle de splendeur et misère. Euh, puisque finalement, depuis 2 ans environ, 2, 3 ans environ, chaque fois quand je me lève le matin, je réfléchis, est-ce que je vais toujours continuer là-dedans, dans ce domaine de l'IA? Et je décide d'y rester parce que je pense que je peux avoir une empreinte positive sur le domaine, mais j'ai à la fois énormément peur. Pas peur de la technologie en soi, mais peur de la gens des gens qui la développent. Et donc, quelque part, aujourd'hui, je vais vous livrer les réflexions que je me suis fait pour tirer le bilan de mes 11 ans dans ce domaine. Et donc, on en discutera, bien évidemment. Donc, j'ai 10 messages clés, 10 leçons pour vous, pour l'IA en santé. Alors, aujourd'hui, nous avons une réglementation européenne en matière d'IA qui définit pour nous ce que c'est l'IA. Et alors, cette définition, elle prend environ 1 page et demie, elle est très longue à lire, mais en gros, on définit l'IA comme un système de choses qui apprend qui apprennent par elles-mêmes, en montrant donc un comportement intelligent. Mais en fait, l'IA, c'est tellement de choses différentes que c'est difficile d'en définir, et c'est pour ça qu'on parle d'IA au pluriel plutôt qu'au singulier. En médecine, c'est très clair. Si vous allez dans la rue et que vous posez la question aux passants de savoir où est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle aura le plus d'impact, tout le monde va vous répondre la médecine. C'est des études micro-doctoires que nous avons fait par ailleurs à Mons aussi, mais aussi à Bruxelles pour poser la question de façon un petit peu générale. Et on trouve le même résultat partout. Les gens sont convaincus que c'est en médecine que l'IA aura le plus d'impact. Mais quand on regarde de façon plus précise, euh, qu'est-ce que c'est l'IA en médecine? Alors, dans mon service à Lumons, j'ai environ une trentaine de personnes qui font de la recherche, qui sont soit professeurs elles-mêmes, soit qui sont enseignants, soit qui sont tout simplement chercheurs, doctorants ou postdoctorants, et qui font des thèses en matière d'IA. Même si je suis psychiatre, je supervise des thèses en anesthésie et réanimation, en chirurgie, en neurologie, etc. En gynécologie même, plus dernièrement. Et donc, en fait, on a plein de sujets différents. Mais pour vous proposer aujourd'hui une classification qui m'est personnelle, je vous présenterai ces 8 domaines. Aujourd'hui, l'IA, c'est sous différentes formes en santé. Mais si je dois partir d'un point de vue historique, en 2013-2014, les premiers systèmes qui ont été approuvés pour le déploiement en pratique clinique courante, c'est les systèmes de surveillance. Donc, notamment, couplés à des systèmes de prédiction, qui est l'autre domaine qui est repris dans ce schéma, mais c'est en fait des systèmes qui vont essayer de prédire euh, quand est-ce qu'un patient va faire le prochain événement adverse. Quand est-ce qu'il va faire des accidents, quand est-ce qu'il va faire des insuffisances, etc.
Et aujourd'hui, comme vous le savez mieux que moi, puisque c'est vous qui surveillez en priorité les paramètres des gens, en soins intensifs, quand on vous envoie des gens, c'est qu'ils doivent être surveillés de près et vous les prenez en charge quand les autres médecins n'arrivent pas à le faire, quand c'est trop difficile pour qu'on puisse le faire, et bien vous surveillez plein de choses. Mais aujourd'hui, le but, c'est de surveiller des patients qui ne peuvent pas être surveillés tout simplement. Des patients qui sont isolés, des patients qui n'ont pas de famille, des patients qui ont une maladie pour laquelle ils ont été hospitalisés et doivent rentrer à domicile. Et le but est de voir est-ce qu'il faut les réhospitaliser, est-ce qu'ils peuvent rester à domicile, est-ce qu'il faut avoir des soins. Alors, dans cette surveillance, pour faire trois domaines, vous connaissez sans doute le problème du monitoring cardiaque, où on peut désormais détecter des fibrillations atriales et d'autres troubles du rythme à distance. Vous connaissez sans doute la problématique du diabète, avec notamment la possibilité d'avoir des capteurs qui vont relarguer automatiquement de l'insuline au jour le jour auprès du patient pour qu'il puisse être soigné et pour qu'il n'ait plus jamais besoin d'injection d'insuline, en tout cas pour le diabète de type 1. Ça ne gère pas encore le glucagon, mais l'insuline, oui. Et donc, ça aide notamment pour cette prise en charge des patients. Et alors l'épilepsie avec des capteurs qui peuvent permettre à distance de détecter quand le patient va faire une crise d'épilepsie. Donc vous avez compris le but, c'est qu'on a un patient qui est suivi en ambulatoire et le but, ça sera de comprendre quand est-ce qu'il va décompenser ce patient. Dans mes thèses doctorales, j'ai eu le professeur Farinella, qui a été diplômé de sa thèse doctorale l'année passée et qui est chef de service de chirurgie à Saint-Pierre, chirurgie digestive, et qui a développé un modèle de prédiction et de surveillance pour les patients post-op en chirurgie bariatrique, qui évite jusqu'à 92% des réhospitalisations. Donc l'impact, il est immense en pratique clinique. Ici, nous développons aussi des modèles de prédiction, notamment pour la rechute du trouble bipolaire en phase maniaque, pour le trouble psychotique, en se basant notamment sur la voix. Euh, Puisque nous avons des copies digitales des patients désormais en pratique clinique, on peut se baser sur ces copies digitales pour faire des inférences sur le patient. Et je vais parler donc de médecine idiographique, puisque nous allons avoir des données temporelles collectées au jour le jour auprès des patients, minute par minute, même seconde par seconde, concernant certains paramètres. En tout cas, pour les soins intensifs, vous êtes certainement dans l'ordre de la seconde, pour modéliser quelque part le patient sous forme digitale et on n'a plus donc des cohortes translationnelles, transversales, sur lesquelles on vient étudier un petit peu la problématique. Non, ici, on va voir le même patient qui est étudié au jour le jour. Et donc, on a ce qu'on appelle une médecine idiographique. Si on doit remonter, bien évidemment, par rapport au nombre de publications scientifiques le plus élevé, c'est dans le domaine du diagnostic que l'IA est la plus répandue. Plus de 90% des approbations de la Food and Drug Administration aux États-Unis, ce sont des applications de diagnostic et en particulier de radiologie. Donc l'IA est un domaine qui touche à beaucoup, beaucoup de choses différentes, mais c'est en particulier en radiologie qu'il y a le plus d'applications qui ont été approuvées, notamment sur le marché américain. L'Europe, ce n'est pas très différent. Bref, pourquoi? Mais parce que l'IA est très très bien pour ce qui concerne le diagnostic. Dès qu'on a des images, dès qu'on n'a pas de contact avec le patient, dès qu'on a des données concrètes, eh bien, l'IA va effectivement briller. Elle va pouvoir bien faire son travail. J'espère qu'on m'entend toujours. Je vois des gens qui se déplacent, mais j'espère que tout est bon. Non, non, tout va bien. Ne vous Ok, inquiétez ça pas. va. Je check de temps en temps, c'est jamais. Euh, L'ANAPAT également, ça suit, mais l'ANAPAT, c'est un peu compliqué pour notre marché européen. Tout simplement pourquoi? Parce que bien que on voit les ANAPAT rouler en Porsche, en fait, le coût d'un examen médical en ce qui concerne l'ANAPAT n'est pas suffisamment élevé pour qu'on puisse se permettre de fonctionner avec des solutions, notamment américaines, qui peuvent de toute façon aussi diagnostiquer quasi de façon autonome, notamment les pathologies comme le cancer, mais parce que le modèle économique, pour l'instant, ne peut pas fonctionner en Europe en ce qui concerne l'ANAPAT. En médecine laboratoire, cela fait environ 20 ans que la médecine laboratoire a été complètement informatisée. Et donc, il y a beaucoup de systèmes d'aide à la décision, beaucoup de systèmes de surveillance qui se font en médecine laboratoire déjà, mais beaucoup moins de hype, beaucoup moins de publications scientifiques. Plein de domaines autour de cette slide. Je peux vous citer tout simplement le fait qu'en prévention, nous ne sommes pas suffisamment bons. Pourquoi? Parce qu'en prévention, c'est difficile d'identifier qui est le payeur d'une solution. Normalement, ça devrait être l'État. Mais pour l'instant, les modèles économiques autour des solutions IA en prévention, ben, c'est l'utilisateur qui doit payer et personne ne veut payer pour la prévention. Et ceci est un petit peu triste.
Je passe quelques domaines qui sont moins intéressants, mais je veux parler de l'administratif. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, pour chaque heure que je passe auprès des patients, j'en passe 2 pour faire de l'administratif. Les slides n'avancent pas. Vous êtes C'est toujours sur le même normal, slide? je C'est suis normal. toujours à la même slide, c'est normal. C'est normal. Euh, le fardeau administratif est là. Euh, c'est un domaine qui est important pour moi de le mentionner. Pourquoi? Parce que ben, on passe beaucoup de temps administratif. Et surtout, ce qui est très important, c'est que on sait qu'il y a une promesse pour réduire l'administratif, pour automatiser certaines tâches. Cependant, les études actuelles ne vont pas toujours dans ce sens. Selon l'étude publiée, on peut trouver que le temps épargné à l'aide de l'IA n'excéderait pas les 5%, ce qui est potentiellement un frein pour le déploiement en pratique clinique. Nous savons théoriquement que l'IA peut nous aider pour les tâches administratives, mais si on est là effectivement à revérifier tous les outputs, à revérifier chaque chose que l'IA fait, mais effectivement, on s'en sort pas très bien par rapport au gain de temps. Normalement, vous avez dû voir la slide défiler désormais. Je vais vous parler de la Belgique, et en particulier du Benelux. Pourquoi est-ce que je ne peux plus parler de la Belgique toute seule? Parce que si je vous avais donné cette présentation l'an passé, j'aurais clairement vu la Belgique. J'aurais clairement dit la Belgique. Nous avons un énorme potentiel par rapport à l'IA. Pourquoi? Parce que nous avons une quintuple hélice qui fonctionne bien. C'est quoi la quintuple hélice? C'est l'ensemble des 5 parties prenantes autour de l'intelligence artificielle. C'est les professionnels de la santé, bien évidemment les hôpitaux, les structures de soins, les universités. Rien que du côté francophone, nous avons en Belgique plus que 700 chercheurs qui font de l'IA. Et on estime, parmi eux, qu'au moins un tiers fait de l'IA en santé. C'est immense pour un pays de 10 millions, 11 millions d'habitants. Le milieu industriel investit énormément d'argent en matière d'IA. Pourquoi? Ben, parce que la Belgique est un petit pays, donc si on foire un projet pilote, on n'a pas perdu beaucoup d'argent. Par contre, la Belgique est un pays très compliqué. Et si les projets pilotes en IA fonctionnent en Belgique, ils vont aussi fonctionner ailleurs. Les citoyens qui continuent à agir, mais ça c'est le problème de la Belgique et c'est pour ça que désormais je mets le Benelux. Le milieu politique laisse un petit peu à désirer. Depuis les nouvelles élections, nous sommes clairement à l'arrêt en matière d'IA en santé. J'ai contribué à la rédaction de la première stratégie IA en 2022 pour la santé en Belgique. Nous avions de l'ambition, nous voulions faire des choses. Depuis les dernières élections, l'IA est passée, je pense, parmi les dernières des priorités, si pas la dernière des priorités des exécutifs en place. Et je ne trouve plus la même ambition que nous avions dans les années précédentes. Et donc, voilà, je fais ce shout-out pour que vous soyez au courant. Je pense que nous sommes un petit peu à la traîne. J'ai donc rajouté le luxe et les Pays-Bas parce que les Pays-Bas et le Luxembourg avancent aussi très vite, beaucoup plus vite que la Belgique pour l'instant, alors que la Belgique avait 15 ans d'avance sur les autres en matière de données médicales et leur utilisation. Bref, nous sommes quand même les meilleurs au monde en termes d'adoption, en termes de perçu des cliniciens, en termes d'éducation. À ce stade, à ce jour, euh, les universités francophones, en première l'UMONS et puis ont suivi l'ULB et l'ULiège, sont les seules au monde à avoir un enseignement méthodologique structurel de l'IA. Bien évidemment, à Mons, nous avons environ 150 heures de cours qui sont dédiés à l'IA. À l'ULB, c'est dans le cadre de mon cours en Master 2 qu'on en fait un tout petit peu, mais ce n'est pas encore très répandu, bien que nous venons d'engager une professeure qui prend en charge l'IA désormais en faculté de médecine. Et à Liège, ça démarre un tout petit peu, mais nous sommes encore les seuls au monde à faire de l'IA une éducation obligatoire. Le reste du monde va un petit peu suivre, mais encore personne n'a une éducation méthodologique. Pourquoi? Parce que la Belgique, contrairement à d'autres pays, la Belgique francophone, même la Flandre, c'est différent, mais la Belgique francophone est encore une des seules régions au monde où on enseigne de façon proéminente la statistique et la méthodologie dans le cursus de médecine. Partout ailleurs dans le monde, c'est des matières qui sont petit à petit supprimées des programmes, considérant qu'elles ne sont pas essentielles, mais pourtant pour la compréhension de l'IA, elles sont fondamentales. Je continue avec le troisième message pour aujourd'hui, c'est que dans l'espace OCDE, la Belgique prend une partie particulièrement, euh, particulièrement spéciale dans l'espace OCDE. Pourquoi? Parce que nos médecins sont plus motivés que dans les autres pays d'accueillir l'IA
au sein des pratiques médicales. Alors que, d'après des études de l'OCDE, la plupart des populations médicales testées sont négatives, voire neutres dans l'adoption de l'IA. En Belgique, nous avons commencé à étudier de façon très précise, nous avons les chiffres les plus précis au monde en termes d'adoption médicale de l'IA en Belgique. Nous avons fait des sondages nationaux depuis 2020-2021 pour comprendre comment l'IA est adoptée. Et ce qu'on voit, c'est que les médecins belges, à 90% considèrent l'arrivée de l'IA comme une chose positive. Et nous avons répété cette enquête à plusieurs reprises. Nous avons fait d'abord pour les spécialistes, puis nous l'avons fait pour les généralistes à 2 reprises. Nous l'avons fait pour les infirmiers. Nous les avons fait pour le secteur des urgences, en particulier des soins intensifs. Nous avons fait également pour le secteur de l'industrie pharmaceutique. Bref, en Belgique, tout le monde est aligné. L'IA est une chose positive. Mais pour faire quoi? Mais pour augmenter la rapidité et la fiabilité de la prise de décision, pour libérer plus de temps pour les tâches de valeur ajoutée, c'est-à-dire faire moins d'administratif, réduire le risque d'erreur et permettre un suivi plus personnalisé, plus adapté du patient. Bref, les Belges, les médecins belges veulent faire de l'IA pour améliorer la qualité des soins et, en parallèle, pour réduire le temps de tâches administratives. Les priorités de ces baromètres ont été inclus par moi-même dans les stratégies de l'ancien gouvernement fédéral en termes d'IA et santé. C'est toujours des inputs dont les ministres en charge dans le gouvernement précédent ont été au courant. Ils ne sont plus pris en charge pour l'instant, j'espère qu'ils le seront bientôt. Mais tout ceci pour dire que les médecins ont donné leur voix et leur voix avait été entendue par rapport à la stratégie nationale. Le quatrième message pour aujourd'hui, c'est que les modèles d'IA développés au sein de la littérature scientifique qui sont publiés ne sont pas forcément de niveau suffisant. Alors là, je prends pendant quelques instants ma casquette de rédacteur en chef adjoint d'un journal scientifique. On n'arrive jamais à trouver des reviewers pour les papiers. Quand on les trouve, trouver des reviewers méthodologiques, c'est très difficile. Je révise pour un journal de méthode en psychiatrie et pour un journal d'IA, c'est le journal phare qui existe pour l'instant, il s'appelle BMJ Digital Health and AI. Euh, Très difficile de trouver des reviewers pour nos papiers scientifiques. Et donc, ce qui fait que plein de papiers passent entre les mailles du filet. Et donc, plein de papiers qui proposent des modèles ne sont pas très bons. Des méta-analyses récentes nous montrent à quel point moins d'une étude sur 1000 fait une réplication primaire des études. Vous savez quelle est la gravité de cette histoire. Et moins d'une étude sur 1000 fait tout simplement un design méthodologique fiable dans les méthodologies qui sont employées. Bref, ça veut dire que bien qu'il y ait plein de potentiel, dans l'immense majorité des papiers publiés dans la littérature, la plupart, c'est du bullshit. La plupart, on ne sait pas en faire grand-chose. Pourquoi? Parce que le niveau méthodologique ne suit pas. Nous avons donc des problèmes de réplication de l'IA, qui est pour moi une très grosse crise. Ça veut dire que vous pouvez acheter aujourd'hui une solution qui a été développée en Allemagne, mais si vous la déployez à l'hôpital Erasme, ben on va chuter, je ne sais pas moi, de 97% de précision à 46%. Et vous ratez des diagnostics, vous ratez des complications, vous ratez des recommandations appropriées pour les patients. Bref, le problème de la réplication est très grave et nous devons y prêter attention pour plusieurs raisons, mais les raisons vous deviendront claires d'ici la fin de l'exposé. Alors, je ne sais pas si parmi les participants, il y a des gens qui ont fait qui ont fait latin-grec euh, à l'école secondaire ou des gens qui sont passionnés de mythologie, mais je vais utiliser, je donne anglais, mais je te rappelle après. Donc, il y a en fait un problème que j'appelle le problème de Cassandre en m'alignant sur ce qu'un collègue aussi a nommé de la sorte. C'est qui Cassandre? Cassandre, c'est la fille du roi Priam de Troie. C'est donc la princesse de Troie et elle est maudite par Apollon parce que elle ne veut pas d'Apollon. Apollon essaie de la séduire, ça ne fonctionne pas. Et Apollon, en mec toxique qu'il est, il maudit Cassandre en la rendant incapable qu'on puisse la croire, mais elle est capable de prédire le futur à la perfection. Et donc, en gros, elle va trouver son père en disant, écoute, il y aura une guerre, il y aura un cheval et tout ça. Brad Pitt va rentrer dans la ville, ça va être très chouette. Mais bien évidemment, son père, puisqu'elle ne peut pas être crue, son père ne la croit pas.
et il y a la guerre de Troie, comme vous le savez. Et donc, pourquoi est-ce que je vous parle de Cassandre? Ben, parce qu'on a le même problème en matière d'IA. Nous avons des modèles parfois, je dis bien parfois, qui fonctionnent bien. Je vous montre ici un papier où un modèle identifie correctement 71 enfants sur 77 parmi ceux qui vont avoir des thromboses. Mais sur les 71 enfants, 40% des alertes tombent le week-end et personne n'est là pour les lire. 40%, il y a des contre-indications à anticoagulation et donc on n'en fait rien. Parmi les 16 qui font anticoaguler et la détection survient un jour de travail, ben on écoute l'IA dans 7 enfants sur 16. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que globalement, même si on a des modèles qui fonctionnent bien, dans l'adoption, il faut pouvoir à un certain moment faire confiance à l'avis que l'IA donne sur base de notre propre expertise clinique. Et ça, on n'y est pas encore. L'industrie qui est derrière l'IA, elle prône très très souvent le remplacement de l'humain. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais le pape euh, Léo XIV a publié une encyclique il y a 2 semaines qui s'appelle Magnifica Humanitas, dans laquelle il parle de l'intelligence artificielle. C'est une encyclique qui est très très longue, mais elle est fort théologique également. Je ne suis pas très souvent d'accord avec l'Église catholique, mais je vais le dire ici. C'est une encyclique qui est particulièrement importante parce qu'elle replace le rôle de l'homme dans notre société à l'ère de l'IA. Et je trouve que c'est une préoccupation tout à fait légitime. Pourquoi? Ben parce que nous aussi, scientifiques, nous y sommes pour quelque chose, parce que des collègues à nous, partout dans le monde, publient des articles en montrant que les performances de l'IA sont plus importantes que celles de l'homme. Je vais aller plus loin. Depuis quelques mois, il y a même des papiers qui sont publiés où on dit que l'IA toute seule est meilleure que l'IA plus le médecin, qui est meilleur que le médecin tout seul. Donc, en quelque sorte, quand on va rajouter l'expertise humaine du médecin humain à côté de l'IA, la performance diagnostique, elle chute plutôt que s'améliorer. Alors pour moi, ces études-là n'ont pas du tout lieu d'être dans la littérature. Si j'étais rédacteur en chef d'un journal, je les refuserais parce que l'IA ne pourra jamais soigner toute seule un patient. Il y a un hôpital en Chine qui se prévaut d'être un hôpital entièrement IA. Je vais organiser dans les prochains mois une visite parce que je n'y crois pas. Je veux aller le visiter. Euh, Et en tout cas, en ce qui me concerne, je trouve que en Europe, nous devons garder le cap que les humains, les médecins, les infirmiers, les kinés, les soignants, bref, tout court, ne peuvent pas être remplacés. L'IA ne peut être qu'un outil, même si un outil très puissant. Et dans notre façon que nous avons de faire des articles scientifiques à ce sujet, nous devons être très attentifs à quelles questions de recherche nous nous posons. Le septième message pour aujourd'hui que j'ai envie de vous présenter, c'est que les différentes parties prenantes que je vous ai présentées dans cette quintuple hélice, je vous ai parlé de professionnels de santé et institutions de soins, d'industrie, de milieux académiques, de politique, de citoyens, ont tous des langages différents et ont tous des attentes très différentes par rapport à ce que l'IA va pouvoir nous apporter et quel est notre intérêt là-dedans. Alors finalement, quand on regarde de plus près, le problème est plus large. Quand on regarde notamment les baromètres d'adoption de l'IA auprès des médecins que nous avons questionnés, et notamment le secteur pharmaceutique, les attentes sont différentes. Pourquoi? Parce que les intérêts économiques sont différents. Tandis que le médecin va avoir à cœur la qualité des soins prodigués aux patients, l'industrie pharmaceutique va avoir à cœur que ces médicaments soient mieux remboursés, qu'ils puissent avoir accès à plus de données, etc. Donc, chaque partie prenante a des attentes différentes et il faut un milieu politique fort pour gérer les attentes de tout le monde. Je vais vous illustrer cela avec un cas d'usage. Je vous l'ai dit, nous sommes un petit peu au ralenti en 2026 par rapport à l'IA, mais en 2021, 2022, c'était le plein essor des projets pilotes en intelligence artificielle. Et qu'est-ce qui se présentait? Généralement, une industrie pharmaceutique avait besoin de données pour faire mieux rembourser un médicament, je ne sais pas moi, en médecine interne, en neurologie, en psychiatrie, etc. Et dans le cas d'études cliniques, il fournissait à l'hôpital une application IA gratuitement, à titre compassionnel, pendant la durée de l'étude clinique.
pour mieux soigner les patients et ce qui aurait permis aussi à l'industrie de mieux collecter les données. Qu'est-ce qui se passe? L'hôpital fait plein d'efforts parce que vous savez, faire un projet de ce type à l'hôpital, ça veut dire qu'il faut passer un comité d'éthique, qu'il faut passer par la direction informatique, qu'il faut passer par la direction médicale, la direction générale, il faut que toute la hiérarchie donne son accord. Et puis seulement, on peut commencer à former les personnes qui vont utiliser la solution, former les patients et implémenter la solution. C'est un cycle de vie qui prend, et je vous le dis depuis d'expérience, parce que j'ai géré la stratégie digitale de 3 hôpitaux sur mon chemin. Mais c'est compliqué en fait, c'est vraiment compliqué. Mais qu'est-ce qui se passe? À la fin de l'étude clinique, ben, l'industrie pharmaceutique a eu ces données, elle s'en fout de continuer à payer la solution pour l'hôpital, et donc l'hôpital se retrouve face au choix de devoir continuer la solution ou de devoir l'interrompre. La plupart des hôpitaux, ne budgétisant pas suffisamment à l'avance ce genre d'innovation, n'ont pas le budget pour payer la solution, ils arrêtent. C'est 2, 3 ans de travail qui partent à la poubelle, ce qui dégoûte les médecins. Et si vous tournez dans Bruxelles, le HUB, le CHU Brugman, le CHU Saint-Pierre, il y en a eu des projets digitaux. La plupart du temps, on en ressort un petit peu brûlé. Pourquoi? Le manque de budgétisation, de travail économique derrière, la continuité des projets qui concernent l'IA, fait que finalement, on est un petit peu mis à mal. Je fais une partie de ma pratique médicale au Luxembourg, au Grand-Duché. J'y vais 2 fois par semaine, le lundi, vendredi en semaine et le week-end le dimanche, pour voir des patients. Et je gère aussi du coup des aspects IA dans l'hôpital où je travaille au Luxembourg. Et ce que je peux vous dire, c'est que le Luxembourg, avec sa puissance économique, a rattrapé en 1 an et demi, beaucoup de l'avance que la Belgique avait, tout simplement parce que les moyens sont différents. Donc c'est une question de moyens en partie, c'est aussi une question d'expertise et de planification quand on vient implémenter des solutions dans la pratique clinique courante. Alors, j'en viens à mon 8e message, je pense que c'est le plus important de tout mon exposé, c'est que nous n'avons aucune idée de comment les citoyens utilisent l'IA dans leur quotidien et quels risques ça pose pour leur santé. Donc l'IA est aujourd'hui désormais un risque de santé publique majeur. Je modère mes propos. L'IA est donc un risque de santé publique majeur quand son usage dans la vie privée du patient en ce qui concerne la santé est ignoré par son propre médecin. Nous avons eu désormais des suicides avec des discussions avec l'IA. Et moi, j'ai toutes les semaines des patients qui reviennent décompensés psychiatriquement. Pourquoi? Parce qu'ils ont arrêté le traitement après avoir parlé avec un modèle d'IA. Et donc, nous avons un très gros devoir aujourd'hui. Nous allons lancer une étude dans les semaines qui viennent. Le protocole est en train d'être peaufiné pour comprendre comment les citoyens utilisent l'IA dans leur quotidien, s'ils leur posent des questions de santé, etc. Pourquoi? Parce que le politique n'a pas été suffisamment intéressé que pour étudier lui-même la question auprès des citoyens. Donc, on va le faire nous-mêmes. Mais surtout, nous avons un devoir, nous, en tant que médecins, et les autres professionnels de santé aussi, tous ceux qui peuvent entendre le message, de poser la question aux gens qui nous sont proches. Nos voisins, nos parents, les membres de notre famille, nos amis. Tiens, est-ce que tu utilises l'IA dans ton quotidien? Et si oui, comment est-ce que tu l'utilises? Tu poses des questions de santé? Est-ce que tu t'es déjà retrouvé à arrêter un traitement parce que l'IA t'a dit de le faire ou de changer la dose? Tu sais que c'est pas très bien de faire ça, hein. Tu risques d'avoir des gros ennuis de santé parce que l'IA n'est pas appropriée à prendre des décisions à ta place. Et donc, il faut qu'on ait ce travail de sensibilisation dans notre entourage. Tout simplement parce que le secteur public, et en particulier, je pense au monde politique, n'est pas suffisamment intéressé que pour faire cette sensibilisation auprès de notre public. Il y a quelques mois, j'ai été interrogé par la presse sur ChatGPT Health. Je ne sais pas si vous savez, mais aux États-Unis, ils ont ChatGPT Health, qui est un module santé à utiliser par les médecins et par les patients par rapport à la médecine. Et donc, la journaliste me disait, heureusement finalement que ChatGPT Health n'est pas en Europe, heureusement les patients ne pourront pas l'utiliser. Je dis, écoutez, en fait, c'est complètement hypocrite. Les patients, ils uploadent déjà l'entièreté de leur rapport médical dans les chatbots IA sans faire attention aux normes RGPD, sans faire attention
si les données sont protégées, dans quelle plateforme ils sont en train de l'uploader. Et ils s'en foutent complètement. Pourquoi? Parce que malheureusement, les soins de santé sont désormais perçus comme un service, comme la banque, comme la téléphonie mobile, euh, comme des services digitaux que nous avons. Et c'est perçu auprès de la population comme un service qui ne fonctionne pas bien, où il faut attendre, où les médecins sont parfois désagréables, où on ne communique pas les informations correctement, etc. Et donc, désormais, auprès de la population, le besoin d'information va tellement vite qu'ils préfèrent poser la question à l'IA plutôt que parfois poser la question au médecin. Donc, tout simplement, je réinsiste sur ce rôle que nous avons de sensibiliser l'entourage par rapport à tout ceci. Alors, la neuvième leçon que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est que, comme je vous l'ai dit, nous avons un règlement sur l'intelligence artificielle et que ce règlement implique que si vous utilisez l'IA dans votre quotidien, vous devez respecter certaines normes parce que vous êtes rendu je cite, des déployeurs d'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir un plan de formation annuel de mise à jour par rapport aux solutions que vous utilisez. Il faut que vous soyez suffisamment formé que pour arrêter l'outil quand il déconne, suffisamment formé que pour pouvoir juger sur base des documents techniques de l'outil que vous utilisez si l'outil que vous utilisez est suffisamment bon ou pas. Et si vous êtes un hôpital, vous devez faire tout ça à l'échelle d'une institution. Et donc, ceci veut dire qu'aujourd'hui, en date du 9 juin 2026, la plupart des hôpitaux, si pas l'entièreté des hôpitaux en Belgique, sont en non-compliance face à cette législation. Depuis 2020, je pousse pour le fait qu'il ne faut pas faire ça au niveau institutionnel dans chaque institution, mais qu'il faut faire ça de façon centralisée. Pouvoir mener des études pilotes, pouvoir lire les documents techniques des solutions d'IA qui sont sur le territoire, pouvoir les valider, pouvoir les approuver, etc. On m'a jamais écouté par rapport à ça. Pour moi, il faut une institution nationale qui fasse ça, mais désormais, chaque institution, en l'absence de cette institution nationale, chaque institution a la responsabilité de faire ça soi-même. Et donc, nous sommes tous dans le déficit. Et je parle très bien des hôpitaux, comme je pourrais parler des universités, comme je pourrais parler des petites et moyennes entreprises. Tout le monde est pris de court. Alors, la réglementation est très très bonne, elle fonctionne très bien, c'est une bonne idée, mais malheureusement, cette pression que nous avons et le manque d'adaptation que nous avons eu en Belgique face à cette législation fait que nous sommes à découvert désormais. Donc attention, parce que si vous utilisez l'IA dans votre milieu professionnel, vous êtes de facto des déployeurs et j'espère pour vous que vous êtes en compliance avec les problèmes qui sont énoncés par le règlement sur l'intelligence artificielle. Je passe à ma 10e et dernière leçon, mon dernier message. C'est l'impact sociétal des technologies. Alors là, je vais vous parler du micro-ondes. Pourquoi est-ce que je vous parle du micro-ondes alors que c'est un exposé sur l'IA? Mais je vous parle du micro-ondes parce que le micro-ondes est une technologie qui a été développée par des hommes pour des femmes. À un moment où la famille traditionnelle américaine voulait que l'homme allait travailler et la femme était à la maison. Le but du micro-ondes était de libérer le temps passé à la cuisine pour que la femme puisse disposer de plus de temps libre pour penser à elle-même. Sauf qu'en fait, sans avoir demandé l'avis aux femmes quand on a développé le micro-ondes, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a mis en place le micro-ondes, les études de marché montraient à quel point non seulement les femmes n'avaient pas de temps libre, elles passaient 8 heures en plus par semaine en moyenne dans les tâches ménagères. Pourquoi? Ben parce que le rôle sociétal de ce que devait faire une femme au foyer avait été redéfini entre-temps. Puisque le micro-ondes vous aide à cuisiner plus vite, puisqu'il y a des plats préparés qui vont au micro-ondes et que la cuisine se fait en 30 minutes, voire 1 heure maximum, ben, alors le mari rentre à la maison et il disait à sa femme, mais qu'est-ce que tu as foutu, chérie, toute la journée? Il y a plusieurs études sociologiques qui ont montré ce phénomène, en montrant que les attentes des maris vis-à-vis des femmes au foyer aux États-Unis avaient changé avec le micro-ondes. Pourquoi est-ce qu'ils ne passaient pas plus de temps à nettoyer la maison? Pourquoi elles ne passaient pas plus de temps à s'occuper des enfants, etc., etc. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que déployer une IA dans le milieu clinique, ça n'a pas un impact sociétal neutre. La technologie reflète l'impact sociétal de la conception sociale de celui qui l'a conçu. Et donc, avant de déployer une technologie, il faut se poser la question, à quoi ça sert cette technologie? Quel sera l'impact sur mon travail?
Qu'est-ce qu'on va concevoir de mon travail une fois que j'aurai adopté la technologie? Bref, aujourd'hui, il faut valider tous ces impacts sociétaux avant de déployer une technologie. Aujourd'hui, le plus gros problème par rapport à cet impact sociétal est le problème que nous avons au niveau du vocabulaire. Nous manquons du vocabulaire nécessaire qui fonctionne bien par rapport à l'IA. Pour vous faire un exemple, aujourd'hui, il y a des gens qui ne comprennent rien à la médecine, qui n'ont jamais vu un patient de leur vie, qui vont vous dire que si une IA parle avec un patient et qu'il lui pose des questions, c'est l'équivalent d'une consultation médicale. Ce n'est pas l'équivalent d'une consultation médicale. Une IA ne peut pas faire le travail tout seul que fait un médecin avec son équipe paramédicale, par exemple. Mais nous avons ce problème de vocabulaire. On accorde, on anthropomorphise beaucoup trop l'IA par rapport à ses limites. Et donc, ça, c'est un travail collectif que nous devons faire pour garder le cap. Bref, j'approche de la fin de mon exposé. Tout ceci pour vous dire que je vous remercie d'avoir partagé ces 45 minutes d'exposé avec moi. Euh, il faut qu'ensemble, nous défendons notre secteur de soins de santé face à l'inconnu. Euh, j'ai préféré parler de ceci pendant 45 minutes plutôt que vous expliquer les modèles mathématiques que j'utilise dans mon travail parce que ça, c'est pas très intéressant. Parce que je pense que j'ai besoin de votre aide en tant que médecin, en tant que scientifique. Euh, vous devez être des citoyens qui gardent le cap. Gardent le cap à une époque où on ne comprend plus rien et à une époque où la technologie nous fait perdre un petit peu l'attention sur ce qui est important. Et en matière d'IA, ce qui est important, ce n'est pas de faire de l'IA au sein d'un hôpital. Le but, c'est de faire des meilleurs soins de santé. C'est d'avoir une meilleure qualité des soins. Ce n'est pas de déployer l'IA parce qu'il faut faire un statut LinkedIn en disant qu'on a déployé l'IA. Ça, ce n'est pas très intéressant. Il faut utiliser l'IA pour améliorer ce que nous faisons, notre travail de médecin, notre travail de soignant. Et il faut sensibiliser les gens autour et ensemble défendre cette idée que les soins de santé ont l'humain au centre, ont l'humain comme protagoniste, et c'est seulement l'humain qui peut les prodiguer, avec l'aide bien évidemment d'une IA, et qu'il faut faire attention aux patients et comment ils utilisent leurs outils au jour le jour. Euh, Parfois, les effets peuvent être complètement inconnus, et je vais vous expliquer pour conclure une histoire clinique. J'ai une famille d'un patient autiste de 19 ans qui vient en consultation chez moi. J'ai une consultation de neuropsychiatrie pour ce qui concerne tous les troubles neurodéveloppementaux et les troubles à cheval entre la neurologie et la psychiatrie. Et ce patient autiste adulte vient me voir avec sa famille pour entamer un nouveau suivi. Et la famille, ils viennent me voir parce que ils savent que je fais de l'IA. Et ils me disent, en fait, notre fils, depuis que ChatGPT est là, il part toute la journée avec ChatGPT et nous, le soir, on va relire les conversations et on a enfin accès à comment notre fils raisonne. Comment est-ce qu'il pense? Quelles sont ses craintes pendant la journée? Quels sont ses doutes, etc. Et on voulait voir avec vous comment est-ce qu'on peut mieux utiliser cela pour que ça aille avec lui parce qu'enfin, on peut communiquer avec notre fils. Alors, je suis resté sur le cul parce que vous pouvez imaginer que je m'attendais complètement pas à ce qu'il y ait ce genre d'effet de l'IA dans la vie des gens. Nous avons donc entamé un processus pour étudier l'adoption de l'IA dans les patients autistes. C'est que ça concerne la mémoire d'un étudiant et le questionnaire est en cours. On a déjà recruté 60 familles qui répondent à nos questions. Mais bref, l'IA peut avoir un impact positif. Parfois, il est inattendu, mais il faut bien l'étudier, il faut bien le suivre et surtout garder le cap sur les valeurs que nous voulons promouvoir par rapport à cette IA. Je vous partage pour ceux qui veulent le bouquin qui vient de sortir aux éditions de Lumos par rapport à cette transformation digitale des soins de santé que j'ai co-dirigé avec mon collègue de Liège, Nicolas Mezen, qui est plutôt professeur de management à l'ULiège. Nous avons invité des tas d'auteurs à contribuer et je vous invite à, effectivement, si ça vous intéresse, si le sujet vous intéresse, à me dire ce que vous en pensez. Restons en contact surtout si vous avez des projets en cours ou si vous voulez discuter d'IA, je suis à votre entière disposition. Je fais partie aussi du corps académique à l'ULB, comme je l'ai dit, donc nous sommes bien évidemment rapprochés pour avoir des échanges et je reste à votre entière disposition, bien évidemment, encore maintenant pour les questions-réponses. Merci pour votre attention. Très bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est une question aussi à Erasme, ou sur le chat, sur le Teams, s'il y a quelqu'un qui a éventuellement une question.
Je pense qu'en effet, c'est un problème qui nous touche de plus en plus, hein, parce que c'est une révolution technologique phénoménale, et quand même énormément de points positifs. Et comme toute révolution technologique, il y a aussi des points négatifs qu'il nous faut apprendre, sur lesquels il faut qu'on s'adapte, tant en tant que soignant qu'en tant que citoyen. Mais en tant que soignant, certainement, le fait que nous, aux soins intensifs, on est par exemple confronté beaucoup plus à des familles qui posent beaucoup de questions sur l'IA. Ça, ça nous vient très fréquemment. Mais c'est aussi un outil très utile, notamment quand on pense à Open Evidence, qui malheureusement maintenant n'est plus accessible en Europe, qui était quand même un outil quand même très puissant pour voir des guidelines très facilement, et donc qui facilite même la revue de la littérature pour des médecins au chevet d'un patient. Donc voilà, il y a des points positifs, des points négatifs sur lesquels on doit tous travailler. Mais en tout cas, merci beaucoup pour l'exposé. Merci à vous de l'attention. S'il y a des questions maintenant ou bien évidemment à distance, j'ai une adresse USB sur laquelle vous pouvez me contacter. Bien évidemment, j'ai l'adresse UMONS. Et le but, c'est effectivement que cette présentation soit un point de départ plutôt que d'un point d'arrivée, bien évidemment, pour vous. Si des questionnements en cours vous viennent, n'hésitez jamais à poser des questions. Ok, merci beaucoup. Voilà. Merci, Merci. merci, au revoir. Bonne journée à Au revoir. tous. Au revoir. Ah.